Bonjour à tous et je suis heureuse de vous retrouver donc pour un nouveau podcast sur notre chaîne Twitch. Alors aujourd'hui notre podcast portera sur les jeux vidéo et la culture, le rôle que l'un a avec l'autre et les liens qu'ils entretiennent. Alors aujourd'hui donc le jeu vidéo fait partie intégrante de notre vie. Après tout, qui n'a jamais touché une manette de Wii ou de PlayStation? Il s'est invité et imposé dans notre quotidien et a gagné une reconnaissance grandissante en tant que média culturel à part entière. Et notre culture elle-même s'invite dans le jeu vidéo avec des histoires innombrables fondées sur des faits réels et des décors inspirés de monuments. Vous l'aurez compris, cette chronique portera sur le lien donc entre culture et jeux vidéo et montrera comment ce dernier s'est érigé en une nouvelle forme d'art tout en faisant rayonner notre patrimoine culturel. Et les éléments les plus simples à exploiter du patrimoine d'un pays sont les monuments. En effet, ils sont facilement reconnaissables par le joueur et peuvent être facilement intégrés dans le décor d'un jeu. C'est notamment une manière de donner des points de repère au joueur, de le faire évoluer dans un environnement qu'il a l'impression de connaître, même si, dans ces cas, il ne peut pas interagir directement avec le décor. L'immersion peut tout de même être présente. On retrouve souvent cette stratégie dans les jeux de tir. C'est le cas avec Call of Duty, World War II par exemple. Il est impossible pour le joueur d'interagir avec les monuments, pourtant on aperçoit Notre-Dame de Paris lors d'une mission dans la capitale. Comme nous l'avons dit, cela sert à ancrer le joueur dans le contexte de la mission. C'est une manière d'utiliser le patrimoine à son avantage pour proposer un produit plus attractif et plus immersif. Même Overwatch a utilisé la Tour Eiffel et Notre-Dame pour sa carte Paris. Cependant, les monuments ne se limitent pas toujours à un élément du décor, et les développeurs peuvent aussi l'intégrer comme un élément parfois essentiel au gameplay du jeu. Dans ces cas, on retrouve deux systèmes assez récurrents. Soit le joueur peut utiliser les monuments comme un réel terrain de jeu, c'est ce qu'on retrouve dans les Assassin's Creed, soit il construit lui-même le monument, dans une ville qu'il peut lui-même avoir créée, c'est ce qu'on retrouve dans certains jeux de gestion et jeux de stratégie. Civilisation, par exemple, est un jeu de stratégie au tour par tour où le joueur peut exploiter des monuments appelés merveilles dans le jeu. Le but est de créer la civilisation la plus prospère en menant des guerres, des négociations et en développant la culture de son pays. On peut gagner de plusieurs manières avec une stratégie militaire par exemple ou une stratégie scientifique, culturelle ou religieuse. Dans le jeu, une merveille correspond à un bâtiment qui demande beaucoup de ressources pour être construit et qu'une seule civilisation peut avoir à la fois. Ces merveilles sont donc particulièrement importantes car elles confèrent des bonus uniques aux joueurs qui arrivent à les construire. Elles ne sont pas non plus pensées au hasard. Les développeurs ont défini des conditions bien particulières à leur construction. Les pyramides de Gizeh ou le site de Petra ne peuvent être construites que dans un désert par exemple, et chaque merveille offre différents bonus en fonction du monument. L'ermitage permet d'acquérir des œuvres d'art et offre des points d'artiste, ce qui peut amener à une victoire culturelle, ou si on construit le site de Stonehenge par exemple, on aura plus facilement une victoire religieuse. À l'instar de Civilisation, certains jeux de gestion intègrent aussi la construction de monuments dans leur gameplay. Dans Tropico 6 par exemple, on joue le joueur Del Presidente et notre but est de gérer notre propre dictature dans les Caraïbes. Pour que notre pays soit viable, il est nécessaire de gérer plusieurs facteurs, comme le commerce, les loisirs, la religion ou le tourisme. Mais Tropico a un gameplay bien particulier pour ces monuments. Ici, on ne les construit pas, mais on les vole. Comme dans Civilisation, chaque monument apporte son bonus. Mais ils servent aussi à attirer les touristes. Et à titre personnel, je trouve que Tropico et son gameplay permettent d'exploiter le patrimoine culturel de manière un petit peu plus ludique. Les bonus particuliers ne sont pas forcément statistiques, mais parfois consistent en des effets généraux sur le pays que l'on dirige. L'acquisition de la porte de Brandebourg, par exemple, fait que la population ne développe plus d'idées extrémistes, référence au fait qu'elle est un des symboles de la réunification allemande. On voit aussi dans le jeu l'impact important que nos monuments peuvent avoir sur notre économie. C'est notamment ce qui attire les touristes, et donc ce qui peut rapporter des revenus considérables à un pays. C'est vrai dans Tropico 6, mais on peut aussi l'observer dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas dire que Paris soit une des villes les plus visitées du monde pour l'accueil chaleureux des habitants. Cependant, le système des jeux de gestion donne aussi lieu à des situations parfois absurdes. Dans SimCity par exemple, on peut se retrouver avec la tour Eiffel faisant face au Taj Mahal, certes pratique pour les touristes, beaucoup moins pour ceux qui ont un loyer à payer.
Mais il faut admettre que les jeux de stratégie et de gestion ne sont pas vraiment appréciés de tous, et les joueurs qui n'en sont pas fans ne sont pas non plus en reste. Des jeux d'action ou de RPG incorporent des monuments qui servent de vrais terrains de jeu. On ne construit plus, mais on explore le décor de manière parfois plus ou moins libre. Et une des franchises qui a le plus exploité ce concept est Assassin's Creed. Oui, c'est facile, mais avec un thème pareil, on ne pouvait pas vraiment l'éviter. Dès le premier jeu de la série, on peut grimper et explorer les monuments, et avec 12 jeux principaux, sans se compter les spin-offs, et des époques toujours différentes, on a quand même de quoi faire. Les travaux de recherche designer ont souvent été acclamés et l'avancée de la technologie permet aussi des reconstitutions de plus en plus fidèles dans ces jeux. Mais qu'en est-il vraiment? Ubisoft est connu pour faire appel à de nombreux historiens et chercheurs pour modéliser différentes cartes et écrire leurs scénarios. Mais entre faire appel à eux et prendre en compte toutes leurs remarques, il y a quand même un monde. Et c'est pour cela que l'on retrouve souvent des inexactitudes dans les jeux Assassin's Creed. Une des reconstitutions la plus connue de la série est celle de Notre-Dame, dont les médias ont beaucoup parlé avec l'incendie du véritable monument en avril 2019. Certains joueurs ont décidé de retourner visiter la cathédrale dans le jeu, car pour eux, c'était justement la reconstitution la plus fidèle de celle-ci. Une reconstitution qui a d'ailleurs demandé un travail colossal avec près de 5000 heures et 14 mois de travail pour sa modélisation. Et malgré cela, il y a tout de même des imperfections dans le bâtiment. Les vitraux de Notre-Dame, par exemple, ne sont pas fidèles aux originaux, et ce pour des questions de droit. Et un des plus gros soucis dans le jeu est la flèche de Notre-Dame. Elle est présente, ce qui est un anachronisme évident dans le jeu, car elle y est présente alors qu'elle n'a été construite qu'au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Même si sa présence est probablement là pour ancrer le joueur dans un paysage qu'il connaît et pour offrir un point d'observation, elle n'en est pas moins fausse. On retrouve aussi un souci similaire dans les pyramides de Gizeh, dans Assassin's Creed Origins. Un œil qui n'est pas entraîné pourrait penser que les pyramides sont justement fidèles, mais les rangées de pierres sont assez uniformes dans le jeu, alors que les hauteurs devraient être différentes, et les pièces à l'intérieur de la pyramide sont aussi beaucoup plus grandes que possible dans la réalité. Cependant, ces choix ne sont pas des erreurs, ils sont bien conscients et volontaires. Renaud Persson, le world director d'Ubisoft, assume justement qu'après avoir modélisé la réalité, il faut modifier l'espace pour le mettre au service du joueur. Ces différences entre jeu et réalité viennent d'un souci de game design, et ces erreurs sur la pyramide ne sont là que pour permettre aux joueurs d'explorer à sa guise. Et à mon avis, ces erreurs importent peu. D'aussi long que je me souvienne, je me suis toujours intéressée à l'égyptologie, et quand j'ai acheté Origins en tant que joueuse, je n'avais aucune envie de mesurer des pierres. Et même si cela peut servir d'anecdote en soirée, l'esprit du jeu n'est clairement pas de brosser un tableau exact de ce qu'était l'Égypte. Le réel lien entre culture et jeux vidéo ne devrait pas être un lien d'exactitude et de science comme certains détracteurs aimeraient le faire croire, mais un lien ludique et de découverte. Les pyramides dans Origins sont sublimes. Elles ont encore leur couche de calcaire et leur pyramidion doré au sommet, une vue que l'on ne peut voir que dans ce jeu. Et si au moins une personne a pu découvrir ce à quoi ressemblaient réellement les pyramides il y a 2000 ans, alors on peut faire l'effort d'accepter que les pierres modélisées soient un peu plus grandes. Et au vu des libertés qu'Ubisoft s'est octroyées pour le design des accessoires, ce n'est pas vraiment de cela dont on devrait s'inquiéter. Et en faisant découvrir ces nouvelles choses, le jeu vidéo permet aux joueurs de s'instruire et au-delà des représentations visuelles, les thèmes abordés par un jeu peuvent aussi avoir une importance culturelle. Cependant, le gaming reste considéré comme un média purement récréatif et peu adapté à l'apprentissage. Mais pourtant, il peut réellement être un média d'apprentissage informel grâce aux jeux vidéo qui utilisent l'histoire avec un grand H pour leur scénario. À première vue, on pourrait penser que le jeu vidéo et l'histoire ne font pas bon ménage. L'histoire semble pour beaucoup de personnes être un bloc immuable avec lequel on ne peut pas interagir, donc complètement opposé à la notion de jeu. Pourtant, les jeux vidéo fondés sur l'histoire sont nombreux, sans être ennuyants pour autant. On retrouve notamment des jeux qui s'ancrent dans un contexte bien précis, mais en racontant leur propre histoire, ou en s'inspirant de faits réels sans donner dans le copier-coller. En 2020, par exemple, on avait la sortie de Ghost of Tsushima, un jeu vidéo inspiré du temps des samouraïs et dans lequel on retrouve des événements historiques. Le joueur ici incarne un Ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, en 1274. À ce moment-là, les Mongols veulent envahir le Japon, et ils arrivent à envahir l'île de Tsushima et à y créer une base.
Cette invasion qui s'est réellement passée donne un but au joueur. Il doit repousser les Mongols hors de son foyer. Ghost of Tsushima arrive à représenter la culture japonaise et son histoire, mais les réalisateurs assument aussi avoir pris des libertés. Les sanctuaires Inari, par exemple, permettent de montrer la culture shinto au Japon. Inori est une divinité qui prend la forme d'un renard à l'entrée des sanctuaires, et, et dans le jeu comme au Japon, il y a une statue de renard justement à l'entrée de ceux-ci. Mais pour améliorer l'expérience des joueurs, les développeurs ont décidé de parfois privilégier la créativité au réalisme. Le personnage principal, par exemple, manie un katana, une arme qui ne sera inventée qu'une centaine d'années après l'invasion des Mongols. Cependant, cette licence créative est largement compréhensible, car Ghost of Tsushima, comme tous les autres jeux vidéo, sont écrits et pensés pour des personnes qui veulent s'amuser et qui ont les codes de leur époque. Le jeu vidéo est une production culturelle. Il y a des scénaristes qui travaillent sur le script, des musiciens sur la bande-son et des artistes sur les graphismes. Et en tant que production culturelle, il dépend de l'imaginaire des consommateurs, et ce dernier est façonné par les idées de notre temps. Le jeu vidéo est un pont justement entre l'imaginaire social, qui est transmis par la fiction, et la narration du passé. Mais cela peut aussi comporter des risques, et dans certains cas, on n'est pas très loin du roman national, et il faut trouver le juste milieu entre des formations ludiques et des formations nocives pour le joueur. Pour éviter ce problème, certaines boîtes ont fait le pari d'avoir des éléments de jeu qui ne sont là que pour instruire le joueur. Le jeu vidéo a alors une dualité entre le côté ludique, dont tout le monde peut profiter, et le côté instructif, qui est là en bonus pour ceux qui souhaiteraient se renseigner sur les événements représentés. Et l'entreprise qui a le plus innové sur ce point est Ubisoft. Alors oui, on va encore parler d'Assassin's Creed, mais c'est une franchise assez incontournable quand on veut parler du lien entre jeux vidéo et culture. Un des premiers éléments qu'Ubisoft a implémenté pour instruire le joueur est le concept de base de données. Cette base de données permettait d'avoir des informations complémentaires sur les personnages et les lieux que l'on rencontrait au fil du jeu. On pouvait même y apprendre quelles modifications ont été apportées pour un bâtiment et pourquoi elles ont été faites. Cependant, ce système, bien qu'intéressant, ne retenait pas l'intention de beaucoup de joueurs, car il imposait justement une coupure dans le jeu. Et seuls les passionnés étaient prêts à quitter une mission pour lire une notice sur l'histoire du palais Médicis. Alors Ubisoft a encore innové avec Assassin's Creed Origins. Il faut dire que ce volume de la franchise était une manière pour l'entreprise de relancer et de dépoussiérer la série. Et c'est pourquoi ils ont aussi abandonné la base de données au profit du Discovery Tour. Le but est de découvrir un réel musée vivant. On suit une visite guidée à notre rythme, au sein même de l'époque que l'on souhaite. On peut même acheter le Discovery Tour sans acheter le jeu Assassin's Creed. Et aujourd'hui, on peut explorer l'Égypte et la Grèce antique ainsi que l'ère viking. Et Ubisoft a même créé un cursus destiné aux professeurs et aux élèves pour utiliser ce mode comme véritable outil pédagogique. Au-delà des contenus annexes au jeu, on retrouve parfois des jeux entiers qui sont là pour rendre hommage à un pan de l'histoire. C'est le cas du jeu Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, sorti en 2014, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le scénario du jeu s'inspire des lettres écrites par des soldats et met en scène des personnages de fiction, mais au travers de faits pour la plupart avérés. On suit donc l'histoire de soldats dans les tranchées, qui aident un autre soldat allemand à retrouver sa compagne. Le jeu relate notamment certaines grandes batailles de la guerre, avec celle de la Marne ou de la Somme par exemple. Le jeu reste simple, le gameplay est aussi majoritairement composé d'énigmes, et c'est aussi ce qui lui permet de rester le plus réaliste possible. On retrouve ici aussi un système de notes qui donne de plus amples informations sur ce qu'on peut voir dans le jeu. Mais il ne faut pas non plus prétendre que le jeu vidéo est un média magique qui peut tout apprendre à n'importe qui. Les personnes jeunes qui n'ont pas encore une culture étendue peuvent facilement passer à côté de références et manquer d'esprit critique et privilégier l'aspect ludique du jeu. Mais ne pas voir ou comprendre ces références et ne profiter que de l'aspect ludique n'a rien de mal en soi. La définition même du jeu est de s'amuser, et les studios peuvent faire appel à autant d'historiens qu'ils le veulent, le gameplay passera toujours en premier. Romain Vincent, un chercheur associé à la Bibliothèque nationale de France, affirme que beaucoup de réalisateurs font en imaginant des uchronies, par exemple, ou en rajoutant des éléments fantastiques à une histoire. En Uchronie, on retrouve les nouveaux Wolfenstein, qui se déroulent dans les années 60, alors que les États-Unis ont été conquis par les nazis. La pseudo-invasion nazie est un des scénarios les plus récurrents dans les Uchronies, et Wolfenstein l'applique à la formule FPS. Il est tout de même bon de rappeler que la franchise n'a pas toujours donné dans l'Uchronie,
les premiers opus se déroulant directement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce jeu est donc une manière de revisiter l'histoire avec de très très grandes libertés, et le format jeu de tir ne donne pas une grande place au scénario, et on voit clairement que c'est l'aspect ludique qui est privilégié. Wolfenstein se veut aussi volontairement caricatural, il n'est pas du tout là pour offrir une analyse sérieuse de ce que pourrait être le monde sous le régime nazi. Et il n'en est pas moins légitime dans sa démarche. Parfois, il faut savoir ne pas tout intellectualiser et simplement se faire plaisir en déformant l'histoire et en se demandant « et si ?» À mon sens, il est tout aussi intéressant de regarder comment les jeux aident à instruire et comment ils s'approprient et déforment l'histoire avec pour unique but de divertir. D'autres jeux font aussi le pari de créer un contexte et un décor qui se veulent plus ou moins réalistes, mais en rajoutant des éléments exagérés ou fantastiques dans le scénario. C'est ce que fait A Plague Tale, par exemple. Le jeu se déroule pendant l'épidémie de peste noire et la guerre de 100 ans, mais les effets de la peste sont volontairement exagérés. Cette période n'a été en réalité que choisie pour l'image que le public s'en fait et pour l'ambiance qu'il transmet, et il n'y a que peu, voire pas d'effort, pour maintenir une exactitude historique. La peste, par exemple, n'est pas caractérisée comme une simple maladie dans le jeu ou une simple épidémie, mais aussi comme une infestation de rats. Ces hordes de rats sont évidemment loin d'être représentatifs de la réalité de l'époque, et pourtant c'est un des éléments les plus reconnaissables du jeu. Tellement reconnaissable d'ailleurs qu'Asobo Studio, le studio de développement, a décidé d'augmenter le nombre de hordes de rats dans le deuxième volume, A Plague Tale Requiem. À mon avis, c'est une idée qui doit directement s'inspirer de la ville de Paris, mais coller à la réalité historique dans un jeu historique est impossible, et absolument aucun historien ne peut prétendre connaître le réalisme du Moyen-Âge. A Plague Tale finalement exploite très bien l'histoire et arrive très bien à l'adapter, tout en sachant que le réalisme n'est pas possible, alors autant s'amuser. Et même si bon nombre de jeux vidéo, comme A Plague Tale, arrivent à créer tout un univers ludique grâce à l'histoire et à notre patrimoine, ils arrivent aussi à s'imposer comme un média culturel à part entière. Le gaming est certes très influencé par notre patrimoine, mais aujourd'hui, c'est surtout le jeu vidéo qui façonne notre culture, et les médias culturels traditionnels essaient, tant bien que mal parfois, de s'approprier celui-ci. Les studios hollywoodiens ont souvent essayé d'adapter des jeux en film, par exemple, mais l'exercice a été, pendant des années, régulièrement raté. Que ce soit Warcraft, Doom ou Mortal Kombat, les adaptations de jeux vidéo semblent avoir été sous le coup d'une malédiction dans les années 2000 et 2010. Ce qui, en soi, est compréhensible. Le format du jeu vidéo n'est pas du tout adapté à une formule cinématographique, et lorsque les réalisateurs essaient de mettre du gameplay dans leurs œuvres, le scénario en pâtit. Mais ces dernières années, on voit une hausse de qualité dans les adaptations. Les réalisateurs semblent enfin avoir compris que le jeu vidéo n'est pas une culture illégitime et ne sert pas simplement à faire de l'argent facile. Un des exemples les plus appréciés est celui d'Arcane. C'est une série d'animation qui s'inspire de l'univers de League of Legends, tout autant accessible aux fans qu'aux débutants, et le scénario est réellement soigné. Et au jour où je tourne cette émission, les deux premiers épisodes de la série The Last of Us viennent de sortir. Les critiques ont déjà acclamé l'adaptation, et pour avoir joué au jeu, je considère que ce premier épisode arrive à trouver pile le bon équilibre entre scènes originales et scènes directement tirées du jeu. Même si l'art du jeu vidéo est difficilement adaptable, car on ne peut pas retranscrire le côté interactif de celui-ci, et le temps est plus limité, The Last of Us s'avère très prometteur. Et les jeux vidéo ne se sont pas contentés de faire leur place à Hollywood. En effet, leur légitimité est croissante et des expositions au sein de musées leur ont même été consacrées. Au Grand Palais, par exemple, on peut retrouver l'exposition Game Story. Cette exposition est même celle qui a marqué la réouverture de la galerie Sud-Est en 2011. Le musée y présentait la manière dont le jeu vidéo avait évolué, tant d'un côté graphique que d'un côté culturel et esthétique. On voyait l'évolution du jeu vidéo et son perfectionnement depuis les années 70, et on peut aussi noter la collaboration du musée Guimet avec le Grand Palais, le musée Guimet étant un musée spécialisé dans les arts asiatiques. Les différentes salles d'exposition, elles, étaient disposées dans un ordre chronologique et les visiteurs pouvaient tester des consoles et des jeux venant de chaque époque. Plus récemment, début janvier, c'est une galerie d'art qui a organisé une exposition d'une semaine autour de l'univers de Genshin Impact. Comme quoi, le jeu vidéo est réellement un art qui a sa place dans un musée. Mais quelque chose qu'il reste important de noter est que le jeu vidéo lui-même a pu trouver sa place comme art à part entière.
Il n'a pas eu besoin d'adaptation pour exister comme un art. Il s'est fait justement sa place tout seul. En effet, le jeu vidéo est la plus grande industrie culturelle en France à ce jour, et la France elle-même est une pointure internationale dans ce domaine. Arkane Studio avec Dishonored, Quantic Dream avec ses jeux narratifs, Asobo Studio avec A Plague Tale et évidemment Ubisoft, la France a son lot de perles dans les studios. Nier l'impact qu'a le jeu vidéo sur notre économie serait une grossière erreur et qui pourrait même s'avérer dangereuse. Nous avons la chance d'avoir ces champions qui rayonnent même à l'international et ils représentent des opportunités non négligeables, en particulier en matière d'innovation. Certains jeux vidéo vont bien plus loin que du divertissement et innovent aussi bien en matière de graphisme qu'en matière d'accessibilité. Certains studios comme Epic Games avec Unreal Engine proposent désormais leurs services à des studios de cinéma ou des architectes. Le jeu vidéo est un art à part entière et surtout un art très récent. On ne peut pas en créer un sans artiste qui se charge de designer les décors et les personnages. Des musiciens s'occupent aussi de la bande-son, un élément tout aussi important. Nous avons aussi des scénaristes qui s'occupent de l'écriture même du jeu, et au cœur de tout cela, on retrouve les programmeurs, dont on ne voit pas le travail à proprement parler, mais sans qui un jeu serait injouable. Et de manière assez improbable, toutes ces provisions arrivent à s'imbriquer pour proposer un produit fini, qui paradoxalement n'existerait pas sans les mathématiques, ni sans la création artistique. Notre culture et les jeux vidéo sont désormais si étroitement liés qu'il devient impossible de les dissocier. Au lieu de toujours vouloir mépriser le gaming et le considérer comme une sous-culture, il est nécessaire de considérer plus sérieusement son impact culturel. Il y a encore trop peu de recherches et de thèses à ce sujet, et j'espère que leur nombre ne fera qu'augmenter dans les prochaines années. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur notre chaîne Twitch. J'espère vous retrouver bientôt, notamment donc, le 16 février, où nous avons une émission prévue avec Open Minds sur le rapport justement entre nouvelles technologies et santé mentale. Et j'espère aussi vous retrouver très bientôt, cette fois en présentiel, avec e car nous prévoyons donc un Open Play avec e donc la semaine prochaine. Donc on espère vous retrouver nombreux et que cette émission vous aura plu. Et en tout cas, bonne journée à vous et bonne fin de semaine.